Bonjour. Dans la dernière séance, nous avons commencé le chapitre 4 intitulé Introduction à la dynamique moléculaire. Nous avons vu particulièrement dans une première section les différentes, donc après présentation bien sûr de la méthode, nous avons vu les les différents potentiels interatomiques et leurs propriétés. Nous avons vu particulièrement dans une troisième section ce qu'on appelle le potentiel de Lennard-Jones. Je rappelle en particulier, c'est un potentiel donc à deux corps. Donc CG, une interaction entre deux atomes que je labellise ici par I et J, distant par une distance R I J, sachant que l'atome I, elle est, elle est tout simplement repérée à partir d'une origine par un vecteur RI, et l'atome J est repéré par un repère RJ. Dans ce cas-là, le potentiel interatomique de Lennard-Jones entre l'atome I et l'atome J, il dépend uniquement de la distance RIJ. Il ne dépend pas de l'orientation particulière dans l'espace de ce vecteur, mais uniquement du module. Donc c'est égal à 4 epsilon. Epsilon c'est une grandeur donc, du problème donc, qu'on met là. Donc, tout simplement, elle caractérise le module de ce potentiel. Si vous avez un epsilon qui est petit, donc le potentiel est petit, et si epsilon est grand, donc le potentiel est grand. Elle dépend aussi, il y a une autre caractéristique, c'est le sigma aussi. Donc, et j'ai donc une dépendance ici en 1 sur 12, R à la puissance 12, qui est la partie répulsive du potentiel, et la partie en moins 1 sur R à la puissance 6, c'est une partie qui est, qui est attractive. Ça, c'est à longue distance, et ça, c'est à courte distance. Donc, en particulier, j'essaie de de faire un schéma ici de ce potentiel en fonction du R, U en fonction de R. Alors j'aurai donc une partie répulsive qui va vers l'infini lorsque R va vers 0. Donc ça c'est dominant dans ce cas-là. Et c'est positif. Et donc c'est comme ça. Et puis ça c'est négatif. Et il va toujours vers 0 bien sûr à l'infini. Mais c'est négatif. Donc intermédiairement, donc j'aurai quelque chose comme ça. Voilà. Alors cette distance là, donc au voisinage de ceci là, donc cette point d'équilibre, il est voisin de sigma, c'est exactement 1,12 sigma ici. Oui. Et cette profondeur de cette décroissance ici, donc j'ai une profondeur de l'ordre de epsilon. C'est epsilon, c'est exactement epsilon ici. Voilà. Donc ça, c'est le potentiel de l'émergence. On a essayé de tirer, donc on a fait un calcul à partir de la formule F égale moins gradient de IJ pour déduire la force F. Et on a trouvé qu'elle est, selon bien sûr, comme prévu, selon le vecteur RIJ. Vous voyez ici. Et bien sûr, ça dépend de la distance R. Ça peut être une force répulsive ou attractive. Donc, comme vous voyez ici c'est attractif, ici c'est répulsif. Donc, on a déjà fait le calcul l'autre fois. Alors maintenant, aujourd'hui, on va essayer de d'essayer de voir comment utiliser ces formules-là dans un programme. Et quand vous voyez, le epsilon, elle est très très petite, c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins quelque chose, donc en joule. Le sigma aussi, c'est très petit, c'est de l'ordre de l'angstrom. Donc ce sont des valeurs qui sont petites, et donc si on le met dans un programme, en général, ça va pas être adéquat de travailler avec ces petites valeurs. Quelle est la solution? Alors, je vais écrire ici. La solution, c'est tout simplement de changer d'unité. Là, on va utiliser ce qu'on appelle les unités réduites. Alors, utilisation des unités réduites. Utilisation des unités réduites. Enfin, à la fin de cette section, on va voir les avantages de ces unités réduites. Une fois qu'on les aura et on les quantifiera, on va voir quels sont ces avantages. Mais parmi les avantages apparents dès le départ, c'est d'éviter le fait d'avoir des petites grandeurs, parce que l'epsilon elle est très petite, et le sigma aussi il est très petit, donc des dimensions très très
dimensions microscopiques, si vous voulez. Ou microscopiques. Alors, ces dimensions microscopiques, en général, il n'est pas conseillé de travailler avec ces dimensions dans un programme. Donc, programme, donc, en général, vous aurez des problèmes d'underflow, d'overflow. Si vous divisez par une petite quantité, vous aurez des problèmes d'overflow. Alors, on va essayer donc de trouver des unités qui sont adéquates. Alors, unité adéquate. Donc, on va utiliser des unités adéquates. Des unités adéquates. Ce sont bien sûr les unités réduites. Autrement dit, si je prends, donc je vais les traiter une par une. Premièrement, la distance. On va voir. Donc, première fois, c'est la distance. Donc, R, elle est en général en mètres, mais C, il est plus convenable de la mettre sous forme d'une unité qui est apparente ici. L'unité caractéristique ici, c'est sigma. Donc, on va utiliser l'unité caractéristique qui est sigma. Unité caractéristique, sigma. Donc, si je dis que j'ai une unité R, alors ce vecteur R, en fait, il va être tout simplement la dimension R, donc son vecteur, donc la distance R, il serait égal à quelque chose fois sigma. Alors, c'est quelque chose-là, donc je vais enlever le vecteur ici pour le moment, mais après, bien sûr, on va toujours le remettre à sa place. Alors, je vais enlever ce vecteur-là, prenons que la dimension R. Alors, R, il est égal à un certain R tilde qui n'a pas d'unité, parce que R tilde maintenant est égal juste R sur sigma. Et je détermine R en fonction de sigma, combien j'ai de sigma. Donc au lieu de dire combien j'ai de mètres, je vais dire combien j'ai de sigma. Est-ce que je suis à 2 sigma ou à 3 sigma de mon atome, ce qui est logique, parce que c'est l'unité caractéristique maintenant qui est sigma, donc à petite échelle. Et donc, tout va être exprimé en fonction de sigma, donc qui est l'unité. Voilà, donc on a fait cette première transition avec cette relation-là. Pour la distance, c'est normal. Alors maintenant, pour l'énergie. Quelle est l'unité d'énergie? J'essaye de mettre toujours ceux qui sont apparents ici, parce que j'ai une interaction qui a la forme d'énergie. Le R en sigma, donc c'est bon. Maintenant, l'unité d'énergie. Alors pour l'unité d'énergie, bien évidemment, on va choisir le epsilon comme unité. Donc unité caractéristique sera epsilon. Autrement dit, le U sera égal à 1 U tilde fois epsilon. Ou tout simplement, le U tilde, si je veux le U tilde, je prends le U et je vois combien y a-t-il de epsilon dans ce U. Et je mesure l'énergie maintenant en fonction des epsilon. J'ai 2 epsilon, 3 epsilon, etc. Voilà donc la deuxième relation pour l'énergie. Donc ça, on va le poser, on va le mettre manuellement, parce que non, c'est naturel. Oui, d'après l'expression du potentiel. Bon, ces deux changements-là sont naturels. Bon, je peux les mettre là. Donc, naturel. Choix naturel. On peut faire n'importe quel choix qu'on veut, donc on peut justifier. Mais celui-là, il est vraiment le plus naturel possible. Donc, dans ce cas-là, ce qui implique que maintenant l'énergie potentielle, le potentiel d'interaction, si je veux le réécrire ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire dans ces nouvelles unités, alors dans ces unités, ces nouvelles unités, pardon, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un U qui est sans dimension, qui va être égal. Bien sûr, le U, c'est juste le U sur epsilon. Il ne me reste que le 4. Ça va être 4. Facteur 2. Alors, le R sur sigma ici, c'est tout simplement R tilde. C'est pour ça donc, que je vais enlever le parenthèse que j'ai mis ici. C'est tout simplement le R tilde maintenant. Le R tilde à la puissance moins 12. Moins R tilde à la puissance moins 6. Voilà, ça c'est la nouvelle expression du potentiel sans unité.
C'est logique parce que le R maintenant est exprimé en fonction de sigma, le U est en fonction de epsilon. Et là, ce sont, parmi les avantages, encore une fois, dans l'algorithme, c'est dans le programme. Si je vais écrire un programme qui va simuler le mouvement des atomes, alors le U sera avec, il aura des valeurs qui sont de l'ordre de l'unité. 4, 5, 2, moins 0,3, 0,2, moins 0,1, etc. C'est de l'ordre de l'unité. Ils ne sont pas trop grands. Pourquoi? Parce que j'ai divisé déjà par epsilon. Donc c'est en fonction de epsilon. Et le R aussi, il aura 0,5. Ça veut dire que je suis un peu ici plus proche de l'atome. Si je suis loin, je serai à 2 sigma, à 2 ou à 3. Ça veut dire 2 sigma ou 3 sigma, etc. Et donc ça, c'est convenable comme expression, et c'est très simple. Donc ça, c'est le deuxième avantage. Maintenant, on va continuer toujours dans cette liste. Maintenant, la suivante, c'est, dans la liste suivante, donc l'unité suivante, c'est la masse. Alors, naturellement aussi, naturellement, il n'y a qu'une seule échelle de masse ici. Il n'y a qu'une seule masse qui va intervenir, c'est la masse des atomes. Et donc, chaque atome, il a une masse m, donc la masse m de chaque atome. Et donc, l'autre unité de masse sera ce m-là. Et donc, l'unité de masse, c'est m. Autrement dit, si je dis le m tilde va être, si je prends une masse, la masse m elle-même, si j'utilise que dans le programme que la masse m des atomes, j'aurai pas de problème parce que ça va être m fois m étant l'unité maintenant. Et ça va être 1. Donc si je dis 1, ça veut dire que c'est la masse de l'atome. Maintenant, s'il y a d'autres masses qui interviennent, et si par exemple j'ai un atome qui est 2 fois plus grande, alors sa masse grand M sera tout simplement 2 fois petit m, etc. Mais si je vais utiliser les masses des atomes, ça va être 1 toujours. Alors la masse de l'atome va devenir masse réduite égale à 1. Parce que j'ai qu'une seule masse qui intervient. C'est pas comme les énergies, j'aurai beaucoup de valeurs d'énergie, donc ils peuvent aller de moins, a priori, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et aussi de la distance aussi, ça peut aller de 0 jusqu'à plus l'infini. Et donc j'aurai toutes les valeurs possibles. Pour les masses, j'ai qu'une seule masse, dont le problème c'est le 1, pour le moment. Bien, alors je vais avancer un peu pour faire l'unité de force. Parce que j'ai l'expression de la force ici, que je n'ai pas encore réduite. Donc ça c'est l'unité en unité normale. Je vais essayer de trouver une unité réduite pour la force. Alors comment faire? Bien sûr, il nous faut donc une, une formule. En général, une analyse dimensionnelle va suffire. Mais on va essayer d'être le plus rigoureux possible. Alors la force, en général, c'est moins gradient du potentiel. Et ce gradient, bien sûr, sur R. Oui, oui. Je ne vais pas mettre les indices, bon, ça je mets dans le cadre général. On peut le noter moins D de U, c'est juste une notation pour D de R. Je peux mettre ça, sinon il me suffit de travailler à une dimension et mettre moins DU sur DX. Et ce sera exactement la même chose. Et parce que je ne veux que les unités. Bien, maintenant je vais la laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Donc le F va être dans ce cadre-là, moins D2. Le U, je suis en train donc de chercher une unité réduite. Je vais utiliser les unités réduites que je connais déjà. Alors le U, c'est tout simplement le U tilde fois sigma. Pardon, fois epsilon. Je dois corriger ça. Fois epsilon. Et divisé par le D de le R maintenant. Le R, c'est le R tilde vecteur fois sigma. Et là, c'est epsilon. J'attends que ça cherche. Et maintenant, le F, si. Alors le F va être égal à moins D de U tilde sur D de R tilde vecteur. Et ça, je vais le noter par la suite comme étant F tilde. Fois ce qui reste. Et ça va être l'unité. Ce qui reste va être l'unité. Et je n'ai pas encore calculé. Alors ce qui reste ici, c'est sigma sur. Pardon. C'est. Oui, exactement. C'est epsilon sur sigma. Ce qui reste, c'est epsilon sur sigma.
Et voilà, epsilon sur sigma. Voilà, donc ça c'est l'unité de la force, et c'est exactement epsilon sur sigma. Bien, alors je le remets dans la formule de la force. Donc ça sera notre unité. Alors, dans la formule, je le remets dans la formule. Alors je rappelle donc la formule que j'ai ici. Alors FIJ est égal à 48 sigma sur epsilon carré. Donc F maintenant I. Donc c'est la force exercée par l'atome numéro J sur l'atome numéro I est égal à 48 epsilon sur sigma carré. C'est ce que j'ai dans la formule. Je vais la remettre telle qu'elle est. R sur sigma à la puissance moins 14 moins... Ah, pardon, j'ai oublié un 1,5 ici. J'ai oublié un 1,5. Non, pardon. Donc, c'est pas comme la formule potentielle, il y a un 1,5 ici. 1,5 R sur sigma à la puissance moins 8. Tout selon le vecteur RIJ. Bien. Alors, bien évidemment, ça va être égal à 48. Alors, vous voyez bien que j'ai le sigma, le sigma sur le epsilon, oui, sur sigma. Il y a un sigma que je vais laisser ici, parce que le sigma sur epsilon, il apparaît ici dans la formule. Donc, je vais la faire apparaître là, pour avoir le f tilde. Oui, je veux quelque chose de parallèle à cette formule-là. Donc, f est égal à quelque chose fois sigma sur epsilon. Pardon, epsilon sur sigma. J'ai renversé. Là, c'est epsilon sur sigma. C'est exactement comme ici. Donc, epsilon sur sigma. Je corrige ça. Et je l'écris ici. Epsilon sur sigma. Là aussi. Donc voilà, ça apparaît naturellement. Là, il n'y a pas de problème. Et facteur de... Ça, c'est R tilde à la puissance moins 14, moins 1,5, R à la puissance tilde à la puissance moins 6. Et le 1 sigma qui reste là va naturellement sous le RIJ. Et là, ça veut dire tout simplement que j'ai 48 facteurs de R tilde moins 14 moins 1,5 R tilde moins 6. Ouais, ça c'est R tilde encore une fois, vecteur. RIJ tilde vecteur. Donc, parce que c'est divisé déjà par sigma ici. Et le epsilon, sigma qui reste, je mets là. Et je fais le parallélisme avec ça. Ce qui implique ça c'est F tilde. Voilà, voilà la formule donc de la force réduite. Force réduite. Force en unité réduite. Donc il va être égal, d'après la formule, à 48 R tilde moins 14 moins 1,5 R à la puissance moins 8 fois RIJ réduite, donc avec les unités en unité de sigma. Là, c'est une formule importante. Là. Donc, c'est celle qui va être adoptée dans le programme, où il n'y a pas de petite grandeur, il n'y a que de grandeur de l'ordre de l'unité, encore une fois. Oui. Voilà donc pour la force. Maintenant, je vais essayer de voir une autre grandeur qui est liée à ça. Donc, normalement, la force, elle sera liée, par exemple, à l'accélération. Donc, je vois donc les éléments cinétiques dynamiques et cinétiques au niveau des atomes. Ça va être la vitesse et l'accélération, bien sûr. Alors, je commence par la vitesse d'abord. Alors, la vitesse. Donc, vitesse. Alors, la vitesse, je peux mettre V égale dr sur dt. Mais le problème, c'est que je n'ai pas encore parlé de la dimension temps. Pardon, il reste encore de l'espace, je le mets là, donc, pardon. Donc je mets là, vitesse. J'ai dit que je ne peux pas mettre dr sur dt parce que je n'ai pas encore la dimension du temps réduite pour le temps. Okay? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lier la vitesse, par exemple, à l'énergie cinétique. C'est une énergie. Et l'énergie, bien sûr, elle a toujours la même unité d'énergie, même si ici j'ai parlé d'énergie potentielle, d'abord.
mais l'unité sera la même que celle de l'énergie cinétique. Autrement dit, je vais dire que j'ai EC égale 1 demi mv au carré. Voilà. Et je sais que ce 1 demi mv au carré, je peux encore l'écrire. Le EC, je peux l'écrire sous la forme de EC tilde en unité d'epsilon. Ça, c'est l'énergie cinétique réduite. En unité d'epsilon. Et puis, donc ça, c'est EC fois. Et qui est égal, encore une fois, je peux l'égaliser avec, en disant que l'énergie cinétique réduite, qui sera, ici, je vais l'écrire ici, est égale en unité réduite, c'est tout simplement 1 demi mv réduite, masse réduite, v au carré, comme ça. V réduite, je n'ai pas encore déterminé. Voilà, donc je peux l'écrire sous cette forme-là, avec la masse réduite, dans ce cas, c'est 1, j'ai juste 1, parce que c'est une unité de 1, c'est la masse d'un atome, c'est 1, unité réduite. Donc ça, on l'a déjà vu. Parce qu'il n'y a qu'une seule masse dans le problème. Et là, je vais égaliser maintenant ça avec ça. Et j'essayer de déduire la vitesse en fonction de v tilde au carré. Autrement dit, j'aurai 1 demi m v tilde au carré, j'enlève le vecteur, égal, alors le EC, je vais le mettre là, 1 demi, donc ce sera 1 demi v au carré fois epsilon. Et là, je peux déduire, donc, d'après ça, je peux déduire la vitesse en fonction de la vitesse réduite. C'est ce que je veux. Donc, ce qui implique que j'aurai donc V, pardon, ça c'est la vitesse au carré, pardon, c'est pas le vecteur, c'est la vitesse au carré. Parce que c'est l'expression de l'énergie cinétique elle-même. Donc, donc j'ai utilisé cette expression-là. Donc ça, c'est l'énergie cinétique, ça, c'est l'énergie cinétique réduite, et ça, c'est l'énergie cinétique normale. J'aurai donc V au carré est égal, je fais passer le M de ce côté-là, et donc je serai V tilde au carré fois epsilon sur M. Ce qui implique que V égale à V tilde racine de epsilon sur M. Et ça va être l'unité de l'unité de la vitesse, l'unité réduite. Oui, c'est l'unité de la vitesse. Ça va être notre unité de vitesse. Oui. Et donc, c'est normal que ça va être de l'ordre de l'unité parce que epsilon est très petite et la masse, il est presque donc elle est encore très petite. Donc ça va, je vais avoir une vitesse qui est un peu normale, donc c'est pas trop petite. Voilà. Au contraire, la vitesse va être très grande dans ce cas-là, elle va être grande. Donc j'aurai donc cette unité de vitesse. Maintenant, je peux passer à étudier le temps, l'unité de temps, par la même formule que j'ai évitée tout à l'heure, c'est-à-dire mettre que l'unité de temps. Alors, la formule que je ne voulais pas utiliser tout à l'heure pour la vitesse, c'était V égale à dr sur dt, parce que je ne connaissais pas l'unité de temps. Maintenant, inversement, je connais maintenant l'unité de la vitesse, et l'unité de r, je peux déterminer l'unité de temps. Ce qui implique que je vais enlever les vecteurs. Ça, c'est v tilde racine de epsilon sur m égale, donc, le d de r sur dt, donc d de r, c'est autrement dit, donc ça va être le r, c'est d de r tilde fois sigma, donc le r, je le remplace par r tilde fois sigma, et le temps, je peux le remplacer par t tilde fois une constante que je cherche, ou tout simplement laisser dt, c'est pas un problème. Je laisse dt, et j'aurai v tilde égale, dans ce cas-là, à d de r tilde, je laisse d de r tilde, divisé par d de tout ce qui est là, je mets là. Tout ce qui est, toutes les autres constantes, je les mets là. C'est-à-dire, j'ai t ici, et j'ai la racine, bon, je dois diviser par 1 sur, donc 1 sur sigma, je les mets là, parce qu'elle est en haut, donc je le mets en bas, ici 1 sur sigma, et j'ai ici racine de m
sur epsilon. Parce que j'ai divisé. Voilà, parce que si c'était en haut, ce serait racine de epsilon sur m. C'est bon. Voilà. Mais je sais que ça, c'est tout simplement dr sur d tilde, parce que c'est la vitesse sans dimension que je cherche, c'est dr sur dt. Donc, avec r, c'est les unités réduites. Alors, ce qui implique que j'ai donc le t. Donc, je peux déduire t, ce qui implique, donc je vais enlever ça maintenant. Ce qui implique que t fois 1 sur sigma racine de m sur epsilon égale à t tilde. Ce qui implique que t égale, donc voilà l'unité, donc je vais chercher, c'est t tilde fois l'unité. Donc ce sera l'unité, donc ce sera tout simplement sigma racine de m sur epsilon. Voilà, donc j'essaie, donc j'encadre ça. Ça c'est donc notre unité du temps. Voilà. Donc vous voyez bien, donc j'ai essayé donc d'utiliser la formule que j'ai donc en fonction de la vitesse pour déterminer la vitesse, pour déterminer l'unité du temps. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais encore calculer l'unité réduite pour l'accélération. Donc il suffit d'utiliser toujours ce qu'on connaît, donc ce qu'on ne connaît pas. Alors l'accélération, c'est en fonction de la vitesse, ou bien en fonction de la vitesse, ou bien en fonction de la force. Je peux utiliser celle de la force, par exemple, parce que c'est direct. Alors, parce que le principe fondamental, il dit tout simplement que F est égal à MA. Je pense que ça, c'est plus direct. Pourquoi? Parce que je vais dire que F, c'est F tilde fois l'unité de la force. Bon, l'unité de la force, je vais voir. L'unité qu'on a utilisée pour la force, c'est donc F tilde sigma sur epsilon. Sigma sur epsilon. C'est comme ça. Et égale M. Donc, je laisse le M pour le moment. Je laisse le M. Mais l'accélération, je peux le mettre sous la forme. Bon, je laisse l'accélération aussi parce que après, je vais le mettre sous la forme finale que le F tilde là, c'est tout simplement la masse réduite fois l'accélération. Autrement dit, j'ai cette relation. Et j'ai la relation, ce que je cherche, ce sera M tilde fois l'accélération sans unité. Oui? C'est assez en unité réduite. En unité réduite. Réduite. C'est ça ce que je cherche. Mais là, je l'ai. Ça, cette formule, je l'ai. Donc, unité réduite. Et le m tilde, c'est uniquement 1. Donc, ça va être f tilde, c'est a tilde. Alors, je mets a tilde ici et j'aurai ce que je veux. Ce qui implique que a tilde, epsilon sur sigma est égal m fois a. Ce qui implique, en fin de compte, donc, que j'aurai le a égal, donc en unité réduite, est égal à a tilde fois a tilde fois sigma sur m, a tilde multiplié par sigma, oui c'est ça, divisé par m epsilon. Non, non, c'est sigma m divisé par epsilon. Exact, c'est ça. Donc sigma, donc le a tilde fois sigma, oui, a égale a, c'est a tilde sigma sur m epsilon. A tilde, donc il faut corriger. Sigma sur m epsilon. Donc je dois corriger, c'est inverse de ça, de ce que je viens de mettre là. Ça va être a tilde. Donc je dois remettre tout dans ce côté-là. Et donc j'aurai donc a égale a tilde fois epsilon sur m sigma. Multiplié par epsilon sur m sigma. Ça va être l'unité donc de l'accélération en unité réduite. Voilà. Je l'encadre. Voilà donc pour l'accélération. Qu'est-ce qui reste? Bon, il ne reste pas grand-chose. Bon, il reste des choses qu'on va voir au fur et à mesure, des choses qu'on peut déduire facilement, par exemple le volume. Ça, c'est dérivé, donc le volume. Le volume, tout simplement, j'ai un volume V égale un L au cube. Vous voyez? Et je sais que le L, c'est tout simplement le L réduit fois sigma, encore une fois, au cube. Donc, ce qui me donne le L réduit au cube,
fois sigma au cube. Et ça, c'est juste le volume réduit. Donc, le volume est égal au volume réduit, sigma au cube. Autrement dit, l'unité, c'est sigma cube. On a dit que l'unité de la distance, c'est en fonction de cette distance sigma caractéristique. Et je mesure la distance en sigma, 2 sigma, 3 sigma, etc. Donc, il est logique de mesurer le volume par unité d'un cube d'arête sigma. Oui, donc, autrement dit comme ça, c'est un petit cube. Voilà, c'est le volume unité, ça c'est sigma, ça c'est sigma, et ça c'est sigma. Pardon, ça c'est sigma. Et donc, ça c'est sigma cube, tout simplement. Donc, volume unité, si vous voulez. Donc, en unité de sigma cube. Donc, ça c'est prévisible. Donc, on peut voir. Autre chose, la densité. Oui, la densité. La densité ρ, ça c'est dérivé aussi. Alors, la densité ρ, c'est tout simplement le nombre d'atomes par unité de volume. Ce qui veut dire que le nombre d'atomes, bon, c'est toujours ça, n'a pas d'unité, donc il n'y a rien à ajouter ici. Donc le nombre d'atomes par le volume réduit sigma cube est égal donc au nombre d'atomes sur le volume réduit fois 1 sur sigma cube. Et ça, c'est tout simplement la densité réduite. Oui? Combien d'atomes dans ce volume? Donc ça va être la densité réduite. Combien d'atomes existent dans un volume au voisinage d'un atome dans ce petit cube. Donc ça dépend de cette valeur-là. Donc ça va être la densité réduite. Et vous voyez bien que c'est de l'ordre de l'unité. Il peut y avoir un atome ou 2 atomes. C'est 1, quelque chose. Au moins, si le gaz est dilué, vous aurez moins d'un atome dans ce cube-là. Et donc vous aurez 0,7, 0,8, etc. C'est de l'ordre de l'unité. Donc c'est ce qu'on cherche. Donc, ce qui implique que ρ égale à ρ tilde, donc qui est sans unité, et l'unité était tout simplement sigma à la puissance moins 3. Voilà, donc on est parvenu en général à traduire la majorité des unités qu'on connaît en unités réduites. Alors, je vais donner un exemple pour bien voir ceci. Je donne un exemple sous forme de tableau. Alors, je vais mettre donc un tableau là. Je vais mettre ici toutes les quantités qu'on a trouvées là. Donc, et je vais mettre 3 colonnes. Alors là, je vais mettre la quantité physique. Là, je vais mettre l'unité qu'on a trouvée, une unité réduite, bien sûr, unité réduite. Donc, quelle unité je vais utiliser pour avoir l'unité réduite? C'est ça. Là, je vais en mettre une valeur. Et l'exemple que je vais prendre, c'est le gaz d'argon. Oui, donc c'est ce que je vais écrire ici. Les valeurs vont dépendre, les valeurs qui sont là, elles vont dépendre du type de gaz ou de fluide qu'on utilise. En général, donc, l'énergence est utilisée pour les fluides. Donc, on prend l'exemple de l'argon. Ce que je vais faire ici, c'est... Bon, je dois chercher où il se trouve. Donc, je dois avoir un document ici parce que j'ai besoin donc de ces valeurs-là. Donc, il faut que je cherche un document ici. Voilà, j'ai donc le document ici devant moi. Voilà. Alors, premièrement, la longueur. La longueur. C'est une unité de sigma. Et pour Lennard-Jones, sigma, c'est tout simplement 3,4 10 à la puissance moins 10 mètres. C'est de l'ordre de 3,4, c'est 3,4 angstrom. Donc c'est une distance très petite. C'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est très difficile de le mettre dans un programme pour le traiter. Mais avec cette méthode-là, on va l'éclipser, on ne va même pas le mettre dans le programme. Donc l'énergie, il est bien sûr une unité d'epsilon. Et epsilon, dans le cas de Lennard-Jones, de l'argon, c'est 1,65 10 à la puissance moins 21 joules. Voilà. L'unité de masse, c'est M. On a dit que c'est 1. Oui, on a pris donc M comme unité. Et cette M, cette masse, normalement, elle est très petite, 6,69, 10 moins 26. 10 moins 26 kg. Mais il ne va pas apparaître comme les autres. Alors, le temps, c'est sigma, racine de M sur epsilon, comme on avait trouvé.
Oui, c'est 2,17 10 moins 12 secondes. Oui, le fait, bon, le fait de trouver un temps comme ça, veut dire quoi? C'est un temps qu'on a calculé, c'est un temps en secondes quand même, notre unité. On a dit que t égale t tilde fois ça. Donc, si je dis que t égale 1, t tilde égale 1, ça veut dire que notre temps est égal à cette quantité. Ça va être l'unité. Si je dis 2, ça veut dire 2 fois ça. Mais comment on a déterminé le temps? Vous voyez qu'on a déterminé le temps, l'unité de temps à partir de la vitesse. À partir de la vitesse. Et donc, dire tout simplement que ce temps-là, c'est, si je me mets à la place de l'atome, oui, et qu'il y a un sigma ici en moyenne pour trouver un autre atome ici, donc logiquement, si les atomes sont en moyenne à une distance sigma, si vous voulez, en moyenne, donc si je suis à la place de l'atome, je vais mesurer l'espace, pas en pas, oui, notre pas, ça va être ça. Ça va être le pas. Et donc, pour les atomes. Donc, ça va être naturellement l'unité de distance. Alors, l'unité de temps, ça va être quoi? Ça va être presque. Il faut savoir, si je connais la vitesse de déplacement de cet atome-là, je vais voir le temps qu'il met pour aller de là à là. Le temps qu'il va mettre. Et ça va être le temps caractéristique. Ça va être 2,17 à la puissance moins 12 secondes. Donc c'est ça ce temps-là. C'est le temps caractéristique du système. C'est-à-dire, si tu es à la place de l'atome, voilà ce que tu vas prendre comme temps. C'est le temps qui va te permettre, avec ta vitesse, oui, normale, pour aller de là à là. Et c'est exactement ce temps-là. Bon, maintenant, la vitesse. L'unité de vitesse. La vitesse, on a vu ce racine de sigma sur m. Vous voyez bien, l'unité de vitesse, il est lié à l'énergie potentielle. Donc, c'est l'énergie potentielle d'attraction qui va te dicter la vitesse caractéristique qu'on va avoir en moyenne. Donc, ça va être 1,57. Vous voyez bien, la vitesse, elle est un peu grande. 10 carrés mètres par seconde. Vous voyez bien. Mais il ne faut pas la comparer à notre échelle, mais à l'échelle des atomes. Ça, c'est de l'angstrom. Donc, mais il va avec 10 à la puissance au carré mètre par seconde. Oui. Donc, c'est normal que le temps qu'il va mettre d'aller là, il sera très très petit. De l'ordre de 10 moins 12. Donc, c'est logique. Donc, vous voyez, les unités réduites nous permettent de faire sortir ces caractéristiques du système, qui sont très importantes pour comprendre comment ça se passe au niveau du système. Vous voyez bien une vitesse caractéristique de cet ordre qui est très grande et un temps caractéristique qui est très très petit, vu la distance qui est très grande. Alors que l'unité, elle est de l'ordre de. L'unité de distance, elle est de l'ordre d'angstrom. Bon, la force, alors c'est uniquement sigma sur m, on l'a vu donc, sur sigma, pas sur epsilon, epsilon sur sigma. Et de l'ordre de 4,85 10 à la puissance moins 12 newton. Voilà. Encore une fois, la température, on n'a pas traité, mais c'est logique la température. C'est quelque chose de logique. Vous avez la température. En général, vous le trouverez tout simplement faisant une excitation thermique. Donc, il faut introduire le KBT, le constant de Boltzmann. Le KBT, ça va être l'énergie d'excitation thermique qui sera allouée à un certain degré de liberté. Et ce degré de liberté, c'est juste celui qui nous permet de franchir la barrière epsilon. On dit de la barrière, c'est-à-dire dans le puits de potentiel, donc pour ioniser l'atome, si vous voulez. Donc, ça va être ça, KBT, l'ordre des epsilon. Et donc, l'unité normale, ça va être le epsilon qui est l'unité d'énergie sur KB. Il est de l'ordre de 120 degrés K. Encore une fois, ça veut dire quoi 120 degrés K? C'est l'énergie, c'est la température caractéristique du système. Ça, c'est très important. Par analyse dimensionnelle, je dis que si tu donnes une énergie, une température, si tu as une température 120 degrés K, alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas réussir à exciter les atomes par cette énergie-là. Autrement dit, votre atome, il ira de ce puits de potentiel où il est maintenu en équilibre, dans cette position d'équilibre avec un autre atome, pour
s'ioniser complètement. Là, c'est une ionisation complète, ça veut dire autrement, pas s'ioniser, mais se dissocier. L'énergie de dissociation. Ça va être l'énergie de dissociation. Autrement dit, cette température, la température, par exemple, de fusion d'un système, s'il est dans l'état solide, donc la température de fusion, ça sera de l'ordre de ceci-là. Là où c'est la température qui sera nécessaire pour dissocier les atomes. Mais ça sera qu'en moyenne, ça c'est défini en moyenne. Mais ça donne une idée de l'ordre de grandeur de la température de fusion du système. Voilà. Donc, on a découvert un peu les avantages. Donc ce qui fait je vais mettre un peu les avantages des unités réduites. Alors, quels sont les avantages de ces unités? On vient de dire que parmi les avantages, parmi les avantages, c'est que on a des grandeurs. On a des grandeurs de l'ordre de l'unité en général. De l'unité. Que ne sont pas très grandes. Trop grandes, pas trop petites. Moi, je le mets ici. Pas trop grandes. Trop grandes. Ni trop petites. Donc, convenable dans un programme. Convenable dans un programme informatique. Un programme de simulation. Sans être obligé d'introduire dans le programme, les grandeurs telles que sigma ou epsilon. Ou même kp, par exemple. On va voir là où on n'aura pas besoin de kp si on fait une température réduite, si vous voulez. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier avantage. Alors le deuxième avantage, c'est que on a des valeurs, on vient de le dire ici d'après le tableau, on obtient directement une idée sur les grandeurs caractéristiques d'un système. Il faut que je donne des exemples ici. Alors, je vais donner des exemples. Par exemple, le temps caractéristique qu'on vient de faire ici, le temps caractéristique, par exemple, dans le tableau, je cherche le tableau, oui, le tableau est là. Alors, dans le tableau, le temps caractéristique, par exemple, le temps caractéristique pour l'argon, le temps caractéristique, il est de l'ordre et 2,17 10 à la puissance moins 12 secondes. Bon, si je le mets dans une autre échelle, 10 moins 12, c'est tout simplement le pico, donc c'est 2,17 picosecondes. Le temps caractéristique, c'est de l'ordre de picosecondes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si je sais que le temps de déplacement caractéristique pour les atomes, c'est 2,17 picosecondes, donc si je veux simuler, donc ça donne une idée sur combien de temps je dois simuler. Parce que si vous faites un temps qui est pour bien voir suivre le déplacement des atomes, il faut avoir un temps de simulation qui est très petit. Donc pour savoir, pour avoir tout simplement pour suivre l'atome. Si vous faites un temps de simulation qui est moins de picosecondes, alors vous n'allez simuler qu'un seul pas de l'atome. Si vous voulez simuler beaucoup de pas, beaucoup de
une grande distance. Si vous voulez simuler les atomes sur une longue distance, il faut avoir des temps de simulation qui vont vers le nano, ou même plus. Mais si vous êtes à moins de cette échelle-là, vous n'allez rien simuler. C'est-à-dire l'atome n'arrive même pas à faire un pas. Et donc ça donne une idée sur la longueur de la simulation. Il faut faire. Et ça va par exemple dépendre de plusieurs facteurs. Si vous avez un autre système, il faut calculer cette caractéristique pour dire ce qui se passe. Et ça peut dépendre même de la température. Parce que si j'augmente la température, cette caractéristique il va devenir encore plus petit. Parce que les atomes vont aller plus vite. La vitesse va être plus grande. Et donc là, vous aurez donc cette échelle-là qui va varier. Voilà, donc c'est parmi donc les choses dont il faut tenir compte. Une troisième qui est très importante, un troisième avantage, c'est que avec ce type de manœuvre, on peut simuler ce qu'on appelle une classe de système. Et non pas seulement un seul système. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est que avec cette méthode-là, par exemple, je donne un exemple. Alors, l'exemple que je donne, c'est je prends deux systèmes. Alors, exemple, prenons l'argon, oui, à 60 degrés Kelvin. Je donne donc les données, et donc à une température de 60 degrés Kelvin, et je fais la simulation à une densité ρ qui est égale à 840 kg par mètre cube. Par exemple, si je fais cette simulation et le xénon, alors le xénon a une température de 112 degrés Kelvin et une densité ρ égale à, je donne l'exemple ici, 1617 kg par mètre cube. Alors si je fais ça, alors les deux systèmes, alors les deux systèmes sont simulés par un même programme, sont représentés par une même simulation, si je veux dire. Alors sont représentés, ces deux systèmes sont représentés par, c'est-à-dire ils représentent une classe, les deux, par une même simulation. À une densité réduite de 0,5. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez que la température réduite, regardez, la température réduite de l'argon, c'est 120 degrés. Donc 60 degrés, ce qu'ils sont en train de dire, donc 60 degrés, c'est une température important. La température est égale à 0,5. Oui, c'est la température est égale à 0,5. Parce que je simule à 60 degrés. Donc 60 degrés par rapport à 120 degrés, vous voyez bien que c'est 0,5. La même chose pour le xénon. La température qui est caractéristique, c'est de l'ordre 224. Vous voyez, et ça, c'est juste 0,5. Donc, ce qui apparaît, c'est juste la grandeur réduite. Et c'est la même. Donc, autrement dit, les deux systèmes vont être représentés par la même simulation. Et la densité réduite, aussi, c'est 0,5 par rapport à la densité normale malheureusement, je n'ai pas donné ici la densité. Ici. Mais si je le donne, ça, c'est 0,5 de la densité caractéristique de l'argon. Et ça, c'est 0,5 de la densité caractéristique du xénon. Donc, autrement dit, si je fais la simulation avec ces deux rondeurs, je prends le même résultat. Puis bien sûr, même s'il donne le même résultat du point de vue
unité réduite. Si je veux revenir aux unités normaux, bien sûr, je dois multiplier par les grandeurs de chaque système. Et je devais tirer des propriétés qui sont différentes. Mais la simulation, je ne suis pas obligé de faire une simulation pour celui-là et pour celui-là. Oui, donc ça va être suffisant. Oui, voilà. Voilà, donc la prochaine section sera sur maintenant, on est prêt donc à attaquer les grandeurs, à calculer les grandeurs physiques à partir du microscopique. Donc, si on fait une simulation, donc le déplacement des atomes, les vitesses, les accélérations, est-ce que je peux déduire les grandeurs macroscopiques? C'est ce qu'on va voir dans la section suivante.